Moi, je crois qu'il y a des gens qui veulent faire du mal aux gens. Le mal existe. C'est clair qu'il avait un but précis et pour lui, c'était de devenir un vampire. Et il a fait exactement tout ce qu'il fallait pour arriver à ses fins. Il avait besoin d'être mordu par un vampire et il devait aussi boire leur sang. Les personnes âgées seraient les meilleurs candidats pour être des victimes pour des crimes vampiriques. Si l'un d'eux devait mourir, il n'y aurait pas grand monde pour le regretter. C'était une scène absolument horrible. La société, dans son ensemble, a une part de responsabilité dans les monstres qu'il crée. Au matin du 25 novembre 2001, une bénévole de la popote roulante arrive à la maison de Mabel Leishan pour y livrer les repas de la nonagénaire. Elle arrive à la porte d'entrée, frappe, puis attend patiemment. Habituellement, Mabel l'attend, mais aujourd'hui, elle ne vient pas répondre à la porte. La bénévole jette un coup d'œil par une fenêtre afin de voir si Madame Leishan ne serait pas en difficulté. Rien. Nous savons que la bénévole de la popote roulante est arrivée. Elle n'a obtenu aucune réponse lorsqu'elle a frappé à sa porte. Et ça l'a inquiétée. Se rappelant que la vieille dame est un peu sourde, la bénévole se rend à la porte arrière. Elle a contourné la maison et s'est aperçue qu'une vitre de la porte patio avait été brisée. Elle aperçoit une empreinte de chaussures sanguignolante sur les éclats de verre et du sang sur l'appui de la fenêtre. Affolée, la femme s'empresse d'appeler la police. Deux agents de police sont arrivés sur les lieux et sont entrés dans la maison. C'était une scène assez horrible et franchement bizarre. Lentement, les policiers avancent vers le séjour où la télé est toujours allumée, mais sans le son. Mabel semble s'être endormie. En la contournant pour lui faire face, il remarque une grande flaque de sang sous ses genoux. Les jambes avaient été étendues, de manière à ce que le sang puisse couler dans une casserole. Et le contenu de la casserole n'était plus là. En regardant autour, ils aperçoivent un plateau d'argent sur la scène du crime. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier chiffonnée. En ouvrant le paquet pour regarder son contenu, le spectacle les fait presque vomir. Lorsqu'on a déballé le papier, on s'est rendu compte qu'il contenait le cœur de Madame Leishan. Ils ramènent leur regard vers Madame Leishan et remarquent une cavité dans la cage thoracique, là où le cœur aurait dû se trouver. La cage thoracique avait été ouverte et le cœur retiré du cadavre. Autour du corps, il semble y avoir une série d'objets rituels. Il y avait 2 tisonniers placés en croix et un chandelier sur le manteau de la cheminée. De toute leur carrière, aucun de ces officiers de police n'a jamais été témoin d'une scène aussi macabre. La réputation de ville paisible, tranquille, voire ennuyeuse de Landfire PG vient de voler en éclats. Landfire PG est une petite ville du Royaume-Uni, nichée sur l'île d'Anglesey, dans les Galles du Nord. Aujourd'hui, l'attraction culturelle la plus populaire de Landfire PG est son nom exceptionnellement long. Vous allez devoir me pardonner mon mauvais accent gallois, mais cette ville est celle que nous connaissons tous comme la ville au long nom. Je prie tous les Gallois d'excuser ma prononciation. La plupart du temps, nous l'appelons Landfire PG. Encore une fois, ma prononciation n'est peut-être pas exacte, mais il s'agit d'une petite ville sur l'île d'Anglesey, dans le nord-ouest. Il semble que les citoyens de Landfire PG aient souhaité que leur gare de train soit reconnue comme celle ayant le plus long nom de ville du monde. Au final, ils ont toutefois dû se contenter du plus long nom de ville de Grande-Bretagne. Depuis sa création,
Ce nom exceptionnellement long s'est imposé dans les références culturelles des Britanniques. Au fil des siècles, la culture gothique est une autre réalité qui s'est imposée en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un mouvement littéraire qui associe fiction, horreur et romantisme. Moi qui n'ai aucun goût pour l'ésotérisme, des choses comme ça, un jour j'ai eu la curiosité de lire un livre, un des livres les plus lus dans le monde, qui s'appelle Dracula de Bram Stoker. Qui n'a jamais vu Dracula, l'un des films d'horreur les plus célèbres? C'est en 1897, suite à la publication du roman de Bram Stoker intitulé Dracula, que le fameux conte accède à une célébrité immédiate. Avec l'avènement du 7e art, un premier film de vampire sera réalisé par F.W. Murnau en 1922 et portera le titre de Nosferatu. Même si la majorité des gens estiment que le vampirisme est une fiction, certains croient que c'est un phénomène véridique. De fait, en Angleterre, il y a plusieurs endroits où les vampires peuvent se rencontrer pour interagir. Alors, ces fameux Bite Clubs qui existent surtout aux États-Unis, il y en a quelques-uns à Londres aussi, il n'y en a pas officiellement à Paris, sont des endroits où, sur la base du volontariat, paraît-il, des jeunes qui veulent le rester, s'échangent le sang, donc avec des groupes de donneurs et des groupes de vampires. Il existe également une pléthore de sites internet qui décrivent les règles à suivre pour procéder à la saignée et à l'absorption du sang de manière sécuritaire. Quelqu'un qui boit du sang sait, à moins d'être fou, qu'il n'est pas du tout un vampire puisqu'il ne présente pas les caractéristiques qui sont propres aux vampires, c'est-à-dire qu'il ne rajeunit pas, il ne reste pas à l'âge qu'il a et surtout, la personne qui meurt ne devient pas vampire immortel comme elle. Certains sont psychotiques. Ils pensent vraiment qu'ils sont des vampires. Ils entendent des voix, ils se prennent pour des vampires, comme certains se prennent pour Vercingétorix. Ceux-là, ce sont les schizophrènes. Et puis il y en a d'autres qui, d'un point de vue romantique, estiment qu'ils sont des vampires. On en voit un certain nombre ici, quand on vient l'été, par exemple, quand il y a un après-midi consacré au vampirisme. Mais ces gens-là savent bien, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas des vampires. Ils jouent aux vampires. Donc en gros, c'est des personnes qui imaginent être des vampires, mais pas à un seul instant ils peuvent croire sincèrement qu'ils sont vampires, sinon ils n'ont rien compris au phénomène du vampire. Certains ont parfois du mal à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et ce sera justement le cas d'un adolescent gallois âgé de 17 ans, Matthew Hardman. Matthew Hardman naît en 1984 au nord de l'île d'Anglesey. Son père, Paul, est maçon, sa mère, Julie, est infirmière. Il semble qu'il ait eu une enfance relativement normale. Il était près de ses parents, lesquels se sont séparés alors qu'il avait 8 ans, ce qui l'a troublé. Matthew Hardman a de la difficulté à vivre ce divorce-là parce qu'il est très proche de son père et comme c'est la mère qui la garde, il ne voit son père que finalement les week-ends et ça pour lui est très troublant. À l'école, les notes de Matthew oscillent entre moyennes et faibles. À l'école secondaire, c'était un adolescent moyen, plutôt normal. Pas quelqu'un de très ambitieux, comme on dit. En fait, ses résultats scolaires sont juste à la limite. Et Matthew Hardman, donc introverti, on ne lui connaît pas beaucoup d'amis, et on va diagnostiquer qu'il est également dyslexique. À 13 ans, Matthew Hardman est un adolescent typique. Il pratique des activités telles les jeux vidéo, la musique pop, les magazines pour hommes, les films d'horreur, et il s'intéresse aux vampires. Adolescent, Matthew, semble-t-il, s'intéressait au vampirisme. Peu à peu, il s'enlise dans cet univers du macabre, du sang, et en particulier les histoires de vampires continuent de l'exciter de plus en plus. À l'âge de 13 ans, un événement tragique vient bouleverser la stabilité de la vie de Matthew. Son père décède d'une violente crise d'asthme, ce qui l'affecte profondément. Son père décède, il est confronté à une chose très difficile à accepter, même inacceptable, c'est-à-dire la mort. On peut comprendre que quelqu'un veuille devenir immortel si on aimait vraiment quelqu'un qui est mort, mais en gros, si quelqu'un qu'on aime meurt, on a envie qu'il revienne. Matthew avait une excellente relation avec son père, et il s'est retrouvé très perturbé par son décès. La période de son adolescence commençait dans une ambiance funèbre.
faite de mort et de tristesse. À 16 ans, Matthew sera accepté au collège Menai à Bangor, où il est inscrit en art. Matthew a fréquenté le collège Menai, où il a étudié les arts et le design. Ses dessins sont toujours remarqués par des scènes sanglantes. Il collectionne également les couteaux. Il lit une littérature gothique, mais souvent excessivement violente. Au cours de ses années de lycée, sa fascination pour la mort, l'horreur, la survie et le vampirisme allait s'accroître de manière spectaculaire. À l'adolescence, alors que Matthew Hardman étudie en art et qu'il développe en coulisses ses goûts pour le macabre, il pratique quelques petits boulots, il vit d'expédients et se trouve également un emploi comme livreur de journaux, comme camelot. L'une de ses clientes, Mabel Leishan, 90 ans, était loin de se douter de ce qui l'attendait. Matthew Hardman, un jeune Gallois étudiant en art, devient camelot dans son quartier. L'une de ses clientes est une vieille dame âgée de 90 ans, du nom de Mabel Leishan. Mabel Leishan était une vieille dame tout à fait typique. Âgée de 90 ans, elle vivait seule et était plutôt sympathique, mais pouvait se montrer cinglante à l'égard des gens qui frappaient à sa porte sans être annoncés. Malgré son grand âge, elle vit seule, elle est autonome, elle n'a pas d'enfant. C'est une dame aussi un peu acariâtre. Elle a la vue baissante et elle a des problèmes d'audition. Puisque Madame Leishan est grincheuse avec Matthew, comme avec tout le monde d'ailleurs, il lui faisait des coups sournois. Par exemple, il lançait son journal loin de sa porte, le rendant difficilement accessible pour la dame âgée. Même si elle était solitaire, Madame Leishan était une femme très fière. Elle tirait une grande fierté de son apparence et se faisait un point d'honneur de se maquiller tous les jours. Qui plus est, elle insistait pour faire elle-même ses travaux domestiques. Elle avait cette habitude étrange de placer des ours en peluche un peu partout dans la maison à titre d'aide-mémoire. Elle était parfaitement au fait des enjeux politiques et se tenait informée des événements en lisant et en regardant les nouvelles et les discussions politiques. Durant toute sa vie, son passe-temps favori fut la peinture. De fait, c'était une paysagiste remarquable. Matthew et Mabel ne le savaient pas, mais ils partageaient le même intérêt, l'art. Il semble que Matthew et Madame Leishan n'entretenaient aucune relation, sinon celle d'être voisins dans une toute petite communauté. Il la connaissait certainement, mais je ne crois pas qu'il ait eu des liens étroits. Il était simplement le camelot qui habitait pas loin. Matthew avait également un autre intérêt qu'il partageait avec une jeune étudiante allemande, membre d'un programme d'échange au collège Menai. En septembre 2001, il l'avait remarquée dans la maison de chambre où vivait son ami David Lamb. Elle y logeait aussi. Convaincu d'avoir affaire à une authentique vampire, il demandera à son ami David Lamb, lui aussi participant au programme d'échange, de la lui présenter. Une fois introduit, il ira lui rendre visite dans sa chambre. Une fois entrés, ils se sont mis à parler de fantômes, de vampires et de diverses choses du genre. Je crois que la jeune femme était parfaitement heureuse d'avoir ce genre de discussion et qu'elle était intéressée par le sujet. Elle était réceptive au départ à cette discussion-là. Elle le relançait. Donc, son délire est devenu comme plus concret, plus possible. Il était partagé avec quelqu'un. Un soir, ils ont eu une longue conversation à propos du vampirisme. Conversation qui s'est conclue sur une demande de Matthew de se faire mordre le cou par la jeune femme. Subitement, Matthew Hardman lui a dit qu'elle était une vampire et lui a demandé de le mordre. De toute évidence, elle croit d'abord qu'il plaisante. Il est devenu très volontaire
et très insistant sur le fait qu'elle devait mordre. Elle était complètement désorientée par ce qui se passait. Et elle a tenté de calmer les choses, mais il l'a forcée à s'étendre sur le lit et à appuyer sa gorge sur sa bouche. Matthew croyait, tel qu'on le décrit dans le vampirisme, que si Anna le mordait, il deviendrait lui-même un vampire et par conséquent immortel. Convaincue que Hardman est devenu fou, elle appelle à l'aide. David Lamb et la propriétaire accourent à la rescousse et, non sans effort, parviennent à jeter Hardman hors de la pension, croyant ainsi mettre fin à sa crise de vampirisme. Il souffrait, c'est clairement une schizophrénie, il avait des hallucinations, il avait un délire, tous les symptômes sont présents. Cependant, même rendu dans la rue, il continuera d'halluciner. Quand il était expulsé, un délire ne s'arrête pas comme ça. Les idées ne changent pas automatiquement. Donc, il était resté sous cette impression-là. Et là, qui a vu des vampires potentiels partout, on n'est pas surpris. Il était dans cet univers-là à ce moment-là. Son comportement témoigne qu'il a, de toute évidence, perdu contact avec la réalité. Il quitte la réalité et il a l'impression, il se met à délirer. Et il y a des gens un peu fragiles qui peuvent présenter des psychoses aiguës qu'en France et pas au Québec on appelle des bouffées délirantes aiguës. Les voisins ont appelé la police. Et quand les agents sont arrivés, il semble que Matthew les ait pris eux aussi, comme Anna, pour des vampires. Pendant cette intervention, Matthew s'est lui-même donné un coup de poing sur le nez et s'est mis à saigner, invitant ensuite les policiers à sentir son sang et à le mordre. Tandis qu'on lui passe les menottes, il n'arrête pas de dire aux policiers « Mordez-moi, mordez mon cou ». Au poste de police, Matthew Hardman va retrouver ses esprits et éventuellement va s'excuser auprès des policiers en prétextant qu'il était simplement intoxiqué. La marijuana chez un sujet fragile peut aider à déclencher une maladie, mais elle n'est pas responsable par elle-même. Pour les individus fragiles, définitivement, ça peut précipiter des épisodes de psychose. Une semaine plus tard, se sentant mieux, Hardman présentera ses excuses à la jeune Allemande et ils continueront de se voir sur une base amicale, échangeant divers commentaires et informations sur la culture gothique. Toutefois, Hardman n'avait pas abandonné son intérêt pour le vampirisme. Matthew était, disons, préoccupé par la manière de devenir un vampire. Il s'était rendu compte du fait qu'il n'en était pas un, mais il voulait devenir un vampire. Il croyait qu'il y avait beaucoup de vampires dans cette région. Elle lui a dit que pour devenir un vampire, il devait être mordu par un vampire ou encore boire le sang d'un vampire. Au cours de cette conversation, Matthew aurait dit que Landfire PG était un endroit idéal pour les vampires, vu le grand nombre de vieilles personnes. Et que si l'un d'eux venait à mourir, ça ne préoccuperait pas grand monde. Jamais Matthew n'abandonnait le sujet. De toute évidence, il avait une idée derrière la tête. Madame Leischen représentait la victime parfaite. Après tout, il était son fidèle camelot depuis 3 ans, et jamais elle ne le soupçonnerait d'un projet aussi maléfique. Comme il ne peut partager avec personne son intérêt toujours vif pour la vie après la mort, Matthew se tournera vers les livres et Internet pour alimenter sa passion. Il s'est subitement plongé dans les livres sur le vampirisme, y compris dans des livres aussi innocents que Dracula. Il visitait également divers sites Internet sur le sujet, des sites sur le vampirisme, sur les associations de vampires, des trucs du genre. Des gens qui apprennent trop vite, qui apprennent mal, qui n'apprennent rien, qui apprennent tout seuls. C'est ça qui en fait le danger de ce genre d'agissement. Voilà. La culture mal ingérée, mal acquise. Je préfère les gens qui ne savent rien que les gens qui savent mal. Dans le monde du vampirisme, on parle également des pourvoyeurs de sexe.
Il y a tout un tas de personnes qui considèrent le vampirisme comme une métaphore sexuelle. Le seul autre liquide porteur de vie, en dehors du sang, est le sperme. Et en dehors de ça, il y a toute une nuance autour de ça. Un liquide porteur de vie, il y a un aspect très romantique, presque érotique à travers ça. Au 19e siècle, toutes les attitudes, les comportements déviants, surtout qui étaient liés à des activités sexuelles qui n'étaient pas acceptées dans leur ensemble, étaient considérés comme des vampires. Ça commence avec le professeur Morel. En gros, la nécrophagie, le nécrosadisme, la nécrophilie, ou même d'autres activités beaucoup plus soft, comme se mordiller dans le cou, relevaient du vampirisme. Matthew Hardman semblait croire sérieusement que le vampirisme pouvait le mener à l'immortalité, sans même réaliser que la mince possibilité de réaliser ce projet relevait d'une pure création imaginaire. Matthew Hardman est un mordu des vampires, et son désir le plus cher est d'en devenir un à son tour. Mais ce qui semble être une réalité pour lui n'est que pure fiction. Personne n'est atteint de vampirisme, c'est une pure métaphore. S'il voulait devenir vampire, c'est que certainement il estimait qu'il n'avait pas la place qu'il méritait dans la société. Encore une fois, il devait estimer qu'il était humilié, qu'il n'avait pas le droit au respect qu'il avait. Ce sont des fantasmes de surcompensation d'un sentiment d'inutilité complète, de grande défaillance. C'est quand vraiment on n'a pas un narcissisme suffisant pour exister qu'on s'invente comme ça des choses grandioses. Faut-il être malheureux pour s'imaginer que c'est bien d'être vampire? C'est le 24 novembre 2001 que Matthew allait finalement mettre son plan à exécution. Dans la soirée du 24 novembre 2001, Matthew Hardman s'habille tout de noir. Il prend un couteau dans la cuisine chez lui et là va se rendre chez Mabel Layson. Il sait que la dame a des problèmes d'audition et qu'elle écoute la télévision toujours avec le son au maximum. Il attrape une plaque d'ardoise du patio et s'en sert pour fracasser la vitre de la cuisine. Il entre par cette vitre brisée et va se rendre dans le living room où effectivement Madame Layson est là, installée dans son fauteuil favori, regarde la télévision à tue-tête. L'intrus s'approche derrière elle, prêt à poser le geste mortel qui le rendra immortel. Madame Layson a offert une forte résistance. Madame Layson a été poignardée 22 fois, dont 2 fois au cœur. Mabel Layson meurt dans son fauteuil. Après cette attaque frénétique, Matthew se précipite dans la cuisine de la nonagénaire et revient vers le séjour équipé d'un plateau d'argent, d'une casserole et de quelques feuilles de papier journal. Il va soulever par exemple les jambes de la dame, les placer sur un petit banc devant elle et il va lui trancher l'arrière des jambes pour pouvoir récupérer le sang. Mais son plan démoniaque ne s'arrête pas là. L'étape suivante est un peu plus complexe et exige une certaine force physique, ainsi qu'une bonne dose de détermination. Il va également ouvrir la poitrine de Madame Layson et lui retirer le cœur qu'il va envelopper éventuellement dans une feuille de papier journal. Une fois ces préliminaires complétés, il reste encore à accomplir un dernier rituel qui lui permettra d'atteindre l'immortalité. De la poche intérieure de son blouson, il sort une liste et 2 bougies. Il repasse chaque élément de la liste et une fois assuré que tout est bien en place, il allume la première bougie sur le manteau de la cheminée. Puis, il allume la seconde et la pose à côté du corps. Il prend ensuite 2 tisonniers de laiton et les pose en forme de crucifix au pied de la victime. Finalement, il se met à réciter une incantation qui, à n'en pas douter, fait partie d'un rituel du vampirisme dont il a pris connaissance dans ses lectures et sur Internet.
Alors mélanger ça à des rituels sataniques qu'il avait certainement trouvé peut-être dans des livres, parce qu'il n'y a pas de rituel vampirique chez Satan, il y a peut-être des rituels sataniques chez les gens qui se prennent pour des vampires, mais ça ne marche que dans un sens. Donc il a tout mélangé, peut-être pour faire croire que c'était un rituel satanique. Il complète la cérémonie en soulevant le chaudron rempli de sang, le porte à sa bouche et ingurgite le sang de sa victime. Il vient enfin d'étancher son insatiable soif pour l'immortalité. Et ça remonte à loin, le fait de boire du sang, de mettre du sang dans des recettes pour se rajeunir, ça remonte à la mythologie grecque. C'est toujours quelqu'un d'âgé à qui on injecte ou à qui on donne à boire du sang plus jeune pour qu'il reste jeune. Ça ne marche jamais dans l'autre sens, donc c'est quelqu'un qui n'avait strictement rien compris. Dans son esprit dérangé, il a maintenant la certitude d'être un vampire. Il est invincible. Le corps de Mabel Lation sera découvert dès le lendemain par une bénévole de la popote roulante. Mabel Lation recevait la visite de la popote roulante sur une base régulière. L'une des bénévoles s'était liée d'amitié avec elle et lui rendait visite sur une base pratiquement quotidienne. C'est cette même bénévole qui s'est présentée le dimanche à l'heure du lunch pour lui apporter le repas spécial du dimanche. C'est elle qui va contacter les policiers et les policiers vont éventuellement trouver cette scène de crime. Après avoir inspecté la scène du crime, les policiers en arrivent à la conclusion que le meurtrier doit être un médecin ou un chirurgien, un étudiant en médecine ou un boucher. Sa cage thoracique avait été ouverte de force pour en retirer le cœur. Ils font également une copie de l'empreinte de chaussures ensanglantées, qu'ils découvrent dans la cuisine, à même les débris de verre de la vitre fracassée. Ils en concluent également que le tueur a dû se couper la main en perpétrant son crime, car on retrouve des traces de son sang sur l'appui de la fenêtre. Cette personne portait des gants, portait des jeans et portait des chaussures Levi's. À ce stade de l'enquête, c'étaient les seules informations qu'avaient les enquêteurs. Ils ont également trouvé une empreinte de lèvres sur la casserole, indiquant que l'assassin avait tenté ou même avait bu le sang de sa victime. Les policiers, même s'ils avaient divers indices scientifiques solides, étaient à ce stade incapables de lier ces indices à un individu en particulier. Après avoir colligé tous les indices et pris toutes les photos nécessaires, l'équipe d'enquêteurs s'intéressera ensuite au voisinage immédiat des lieux du crime. Les policiers sont passés de porte en porte dans un large périmètre afin de compléter leur enquête et colliger toute information jugée utile. Ils commencent par quadriller le quartier, arrêtant les voitures sur la rue pour questionner les conducteurs, leur demandant s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'anormal dans la nuit du 24 novembre. Les réponses, toutefois, seront toutes négatives. Les enquêteurs rendront également visite à Matthew Hardman à la maison de sa mère. De fait, c'est à peine 2 jours après le meurtre qu'on a pu lui parler. À ce moment-là, il a déclaré ne pas connaître Madame Lation et a affirmé que ce samedi soir-là, il était en compagnie de cet ami qui était présent lors de l'incident avec l'étudiante allemande. Ils avaient passé 3 heures ensemble, puis il était rentré à la maison et y était resté pour le reste de la soirée. Tout au long de leur enquête, les policiers prélèveront des échantillons d'ADN sur plus de 100 personnes, afin de les comparer aux traces de sang trouvées sur la scène du crime. Ainsi, dès le début décembre, les policiers avaient accumulé des preuves portant sur 3 suspects possibles. Suite au meurtre sordide d'une vieille dame de 90 ans, les policiers tentent de retracer le meurtrier, mais en vain.
Tous les suspects potentiels s'avèrent irréprochables. Brièvement, ils ont étudié d'autres meurtres du même genre. Ils ont même envisagé une forme de suicide, mais ils ont rapidement rejeté ces thèses, les jugeant non pertinentes dans ce cas. Les enquêteurs se sont tournés vers des experts du monde de l'occultisme et de la magie. Et je crois que c'est à cause de la nature holistique de certains indices de la scène du crime. Les enquêteurs ont également demandé l'aide d'experts en profilage psychologique, ce qui est une procédure assez normale, vu les circonstances et le caractère bizarre de la scène de crime. Je crois qu'ils ont présumé que le crime avait été commis par quelqu'un aux prises avec de graves problèmes psychiques et que le profilage psychologique permettait dès lors de mieux orienter l'enquête. Finalement, c'est en décembre 2001 que la chance sourit enfin aux policiers. Ici, nous avons un programme intitulé Crime Watch, lequel invite le public à téléphoner s'il croit avoir des indices reliés à un crime dont l'enquête est en cours. Peu importe leur connaissance sur le crime, qu'ils en aient été témoins, qu'ils aient entendu quelque chose à son sujet, ou qu'ils sachent, peu importe les circonstances, qui a commis l'offense. De fait, quelques personnes du voisinage ont contacté Crime Watch. L'appel le plus important sera celui d'une étudiante du collège Menai à Bangor. L'étudiante allemande qui, quelques mois plus tôt, a dû repousser Matthew Hardman qui disait qu'il voulait qu'elle le morde pour faire de lui un vampire, elle se rappelle que Matthew Hardman a également évoqué que les personnes âgées seraient les meilleurs candidats pour être des victimes pour des crimes vampiriques. Et c'est elle, finalement, qui va contacter les policiers et va les mettre sur la piste de Matthew Hardman. Au début janvier, les enquêteurs l'ont de nouveau rencontré, suite à l'appel reçu par le programme Crime Watch. Lors de cette rencontre, il a également été interrogé à propos de l'incident avec l'étudiante allemande. Il a affirmé qu'il ne se rappelait plus de grand-chose à ce propos, qu'il avait pris du cannabis. Et il a également nié avoir un quelconque intérêt dans le vampirisme, qu'il avait simplement, à l'occasion, lu des livres sur le sujet. Les enquêteurs découvriront des preuves concrètes le liant au meurtre de Madame Leischen. On a retrouvé de nombreux couteaux, mais un couteau en particulier a retenu notre attention. Qui portait des traces d'ADN liant directement l'arme au meurtre. Il était très clair qu'une partie de l'ADN était celui de Mabel Leischen. Mais on a été capable de prouver que les autres traces d'ADN appartenaient à Matthew Hardman. Les enquêteurs trouvent également les gants de caoutchouc portés par Matthew le soir du meurtre et contenant des traces d'ADN de Matthew. Avec son accord, les enquêteurs ont fouillé sa chambre et retrouvé la paire de chaussures Levi's. La chaussure de sport de Matthew coïncide parfaitement à l'empreinte de pied trouvée sur les éclats de verre sur la scène du crime. On va trouver également dans la chambre de Matthew de nombreux éléments des magazines à caractère occulte qui ne feront qu'asseoir la conviction des policiers que Matthew Hardman est certainement l'assassin de Mabel Leischen. Il a été arrêté le 8 janvier. Lors de son arrestation, Matthew n'a manifesté aucune émotion et ne semblait pas saisir la gravité des accusations. Il était aussi relax que s'il avait été arrêté pour une infraction mineure, comme un excès de vitesse. Durant les interrogatoires menés par les enquêteurs, il a toujours nié son implication dans ce meurtre. Il a toujours clamé son innocence. Une fois sorti de cette psychose-là, je ne sais pas si l'individu a été traité ou pas, les gens ne comprennent plus comment ils ont pu raisonner, qu'est-ce qu'ils ont pu penser, et il n'y en a pas d'explication logique. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile de nier les choses que de tenter d'expliquer ce qu'on vivait à ce moment-là quand ça devient impossible carrément à expliquer. Le procès s'est tenu dans les Galles du Nord, à la cour de Mold Crown Court, en juillet 2002. D'après mon souvenir, il a duré de 2 à 3 semaines.
Matthew a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité durant plusieurs années, et il en va de même encore aujourd'hui. Hardman nie son implication dans le meurtre de Mabel Leishan, ce qui amène le juge Richards à lui dire qu'en refusant de reconnaître son implication dans le meurtre, il fait la preuve qu'il n'éprouve aucun remords. À ma connaissance, il n'en a jamais eu. Il n'a jamais exprimé de remords. Matthew a subi une évaluation psychologique faite par 2 psychologues apparemment très réputés et qui n'ont trouvé aucun indice d'aliénation mentale. C'est assez clair qu'il comprenait ce qu'il était en train de faire, mais pour lui, dans son monde à lui, ça était presque une obligation de faire ça. Il y avait un délire qui l'amenait à faire ça, qui s'emparait de lui, sur lequel il ne pouvait pas poser de jugement. C'est un cas où habituellement les gens sont déclarés non responsables quand on voit que c'est plus l'effet de la maladie sur lequel ils ne peuvent plus critiquer leur comportement, ce qui semblait être le cas pour lui. Donc, qu'il n'ait pas été reconnu non responsable, pour moi, ça reste un peu une énigme parce que c'est clairement le fait d'un individu malade. Par contre, il pourrait y avoir une explication plausible pour les croyances et les comportements bizarres de Matthew. Le syndrome de Renfield. Passer au meurtre quand on est atteint de vampirisme, il y a une des pathologies vampiriques qui s'appelle le syndrome de Renfield, qui est un des personnages principaux du roman Dracula, qui est quelqu'un qui veut devenir vampire, qui fantasme sur ça, qui est enfermé dans un asile, mais qui sait que Dracula arrive. Il a un 6e sens qui fait qu'il sent à distance que quelqu'un, le maître, va venir pour lui offrir l'immortalité, ce qu'il ne va pas faire, en gros. D'un point de vue psychologique, lorsqu'on analyse le profond état de déception qui fut celui de Matthew après le refus de la jeune étudiante allemande de le mordre, on peut croire qu'il était affligé du syndrome de Renfield, car il avait la conviction de pouvoir détecter les vampires. Même si le juge Richards refusera le plaidoyer d'aliénation mentale, il n'est pas entièrement convaincu de la bonne santé mentale du jeune homme. Matthew Hardman, ce qu'on peut en comprendre, c'était quelqu'un qui était très troublé, manifestement qui souffrait d'une maladie psychiatrique. Quelle forme va prendre la maladie quand les gens vont commencer à délirer, vont commencer à avoir des hallucinations? Ça dépend de l'environnement dans lequel on va se retrouver. Le vampirisme clinique, également connu sous l'appellation syndrome de Renfield, pouvait-il s'appliquer au cas de Matthew Hardman? Matthew Hardman voulait à tout prix devenir un vampire. Toutefois, sa soif de vie éternelle l'a plutôt mené devant les tribunaux. On pense que Matthew pourrait souffrir de vampirisme clinique, aussi connu sous le nom de syndrome de Renfield. Le vampirisme clinique, c'est pas une pathologie reconnue, c'est trop précis. On peut pas donner des noms à chaque forme de délire qu'un individu va pouvoir avoir. Donc, lui, il semble qu'il a été très impressionné par toute cette culture-là du vampirisme. Donc, c'est sur cette base-là qu'il s'est mis à développer un délire et des hallucinations. Alors, les bouffées délirantes, les psychoses aiguës, on dit classiquement que dans 1/3 des cas, elles suivent un stress intense et qu'il y a un seul épisode dans la vie. Il y a des personnes qui, confrontées à des stress majeurs, vont présenter plusieurs épisodes de bouffées délirantes, de psychose aiguë, et parfois c'est l'entrée dans la schizophrénie. Lors du procès, l'enquêteur principal, Alan Jones, témoignera que toutes les preuves retenues contre Hardman sont le fruit des interrogatoires tenus entre l'enquêteur et le suspect, en somme, l'accusé lui-même. Les indices retrouvés chez lui, de même que l'échantillon d'ADN, ont tous été soumis à de sérieuses analyses scientifiques. Il y a ce test ADN que les policiers vont réussir à associer avec Matthew Hardman. On va également pouvoir associer une paire d'espadrilles trouvées dans la chambre de Matthew Hardman à des empreintes de chaussures ensanglantées trouvées sur la scène de crime. Mais l'élément le plus déterminant est une empreinte des lèvres de Matthew Hardman dans ce plat métallique, cette soupière dans lequel Matthew Hardman a récupéré le sang de Mabel Leishan pour le boire. A blood stain
Les taches de sang semblent également avoir été présentes sur les manches des couteaux. Il y avait 2 types de sang présents, du sang d'homme et du sang de femme. L'un appartenait à Matthew Hardman, ce qui n'a rien de surprenant puisque c'était son couteau. Les autres traces du mélange appartenaient à Madame Mabel Lishon. Tous les résultats tentent à démontrer que Matthew Hardman est bel et bien l'assassin de Mabel Lishon. La poursuite du procureur Roger Thomas visant à incriminer Hardman est fondée sur la croyance totale qu'entretient le suspect de 17 ans à l'égard du mythe des vampires. Bon nombre de livres témoignant d'un intérêt pour le vampirisme ont été retrouvés dans sa chambre. Dans mon souvenir, il y avait des titres tels « Courir avec le diable »,« Le livre du sang »,« Le fils du diable »,« Dracula ». Thomas affirme que l'intérêt de Hardman à atteindre le statut de vampire était amplement démontré par ses choix de lecture, de livres et de magazines, ainsi que par le type de site Internet qu'il fréquentait. Il n'a pas été franchement démontré que ces sites regroupaient des vampires. Mais même si ces sites n'étaient pas très sérieux, leur fréquentation démontrait l'intérêt du suspect pour le vampirisme. Toutefois, son obsession à se nourrir du sang de ses victimes afin d'atteindre l'immortalité fut longtemps comblée par ses lectures, et ce, jusqu'au soir du 24 novembre 2001, où son obsession allait dépasser les limites de la fiction et le pousser à jouer son rôle de meurtrier imaginaire dans la vie réelle. La façon dont il a agressé cette personne-là, la façon dont il l'a mutilée, c'est clair qu'il avait un but précis, et pour lui, c'était de devenir un vampire, et il a fait exactement tout ce qu'il fallait pour arriver à ses fins. Je puis simplement présumer que c'était associé avec le désir de devenir un vampire. Malgré tout, Matthew Hardman continuera à nier son obsession pour les cultes liés au vampirisme, allant même jusqu'à affirmer qu'il entretenait très peu d'intérêt pour le sujet. Matthew Hardman, qui a commis ce crime il y a plus de 10 ans, est toujours dans la négation des faits. Ça arrive assez souvent parce que c'est certainement trop douloureux pour lui de prendre conscience qu'il a commis un acte aussi invraisemblable. Le témoin le plus important dans la validation de la théorie de l'obsession échafaudée par le procureur fut la jeune étudiante allemande. Lors de son témoignage, elle raconte l'incident incroyable qui s'était déroulé dans sa chambre de la pension. Matthew avait insisté pour qu'elle le morde, afin qu'il devienne lui aussi un vampire, comme elle. Il désirait tellement devenir immortel. Voilà ce garçon qui tombe sur une personne tout à fait séduisante pour lui. Il voudrait devenir un vampire, il voudrait devenir, dans le fond, sa chose, un zombie. Il voudrait être complètement dominé par cette personne. Au terme de son témoignage, la jeune étudiante allemande se remémore que durant sa perte de contact avec la réalité, elle avait perçu une lueur inquiétante, voire démoniaque, dans le regard de Matthew. Le 2 août 2002, Matthew a été déclaré coupable. Le juge, monsieur le juge Richards, l'a condamné à la prison à vie. Dans son jugement, le juge déclara que le crime avait été soigneusement planifié et exécuté avec grande précision. Quelqu'un qui agit, qui met un temps infini à mettre en scène, c'est la mise en scène qui fait peur, qui prémédite son crime, pour moi, même si la personne est jeune, non, pour moi, c'est trop tard, entre guillemets, malheureusement. C'était clairement un meurtre délibéré, brutal et violent. Perpétré pour une raison totalement gratuite. Matthew Hardman croyait qu'il pouvait devenir immortel en commettant un crime respectant les rites du vampirisme. N'était-ce qu'une illusion malsaine que de croire en la possibilité de l'immortalité? Lorsqu'il réalisera qu'il est impossible de survivre à une sentence de prison à vie, la réalité devrait rattraper Matthew Hardman.